Alors effectivement, SFDR, peut-être petit rappel, gros rappel, c'est un acronyme anglais qui veut dire Sustainable Finance Disclosure Regulation. Bon, on prend souvent les acronymes en anglais parce que c'est aujourd'hui dans cette langue que sont préparés les textes, et en particulier aujourd'hui, SFDR n'est pas totalement complet, comme je vais vous en reparler, parce qu'on a les normes déléguées, on appelle ça des RTS, qui sont pas tout à fait complets et surtout qui sont même pas disponibles en français, alors qu'on demande aux acteurs du marché de les appliquer. D'abord en 1er janvier 2022, et il y a aussi des échéances au 1er janvier 2023, mais quoi qu'il arrive, SFDR est déjà entré en vigueur depuis le 10 mars 2021. Alors, fondamentalement, peut-être une petite présentation rapide. Qu'est-ce que c'est SFDR? C'est, avant d'évoquer ces notions clés qui sont absolument essentielles à avoir à l'esprit quand on parle de SFDR, c'est d'abord, SFDR, c'est pour le producteur, mais c'est aussi pour le distributeur. C'est-à-dire, l'un et l'autre vont devoir dire en quoi, respectivement, le produit pour le producteur ou le conseil pour le distributeur, en quoi chacun de leurs interventions participe à des investissements plus vertueux au regard ce qu'on appelle les facteurs de durabilité que vous voyez là. Et donc, c'est un règlement qui est fondé sur le vendeur et qui fait face à des réglementations européennes qui sont, elles, fondées plutôt sur l'acheteur, le buy side. Donc, et ça, on parle de notamment la réglementation MiFID 2. Voilà. Et c'est de la rencontre finalement de ces deux textes que l'investissement durable va prendre de l'ampleur, favorisé en cela, moi j'en suis convaincu par des catastrophes naturelles qui vont se développer, se multiplier et contribuer à faire évoluer chez les investisseurs la nécessité finalement de prendre en compte les risques en matière de durabilité. Voilà, je tombe sur cette première notion clé. Les risques en matière de durabilité, c'est qu'est-ce qui est susceptible, quels sont les impacts environnementaux qui sont susceptibles d'impacter la valeur de mon investissement. Voyez, et donc, si je pense que d'investir, par exemple, dans des énergies fossiles, bah, c'est super. Si effectivement le réchauffement climatique contribue à plus de catastrophes, bah, cet investissement dans les énergies fossiles risque de prendre du plomb dans l'aile. La deuxième notion clé très importante de SFDR, c'est effectivement de prendre en compte les facteurs de durabilité. Et là, peut-être ce que je trouve intéressant de souligner ici, c'est ce qui fait aussi la particularité de cette réglementation au niveau européen, c'est qu'elle prend non seulement en compte les questions environnementales, sociales et de gouvernance personnelle, mais aussi le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption. Hein, contrairement peut-être par exemple à une réglementation chinoise qui peut-être ne prendra pas beaucoup d'importance sur la question du respect des droits de l'homme. Les incidences négatives ensuite en matière de durabilité, un point excessivement important, c'est effectivement toutes les conséquences négatives d'un investissement. Donc, je reprends l'exemple du pétrolier. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je finance le pétrolier, est-ce que ça va avoir des incidences positives en matière de durabilité? La réponse est effectivement non. Et donc, on a de plus en plus des situations d'exclusion, des politiques d'investissement d'exclusion. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas très parlant pour l'immobilier. Ben si, parce que justement, ça veut vouloir dire quel type d'investissement je vais faire sur l'immobilier, par exemple en termes de chauffage, pour qu'il y ait des incidences positives en matière de durabilité de mon investissement. Et puis évidemment, ben, les investissements durables, c'est évidemment ceux qui contribuent à des objectifs
socio-environnementaux, mais surtout qui respectent le principe d'absence de préjudice important. Par exemple, si je décide de reboiser, par exemple, un terrain, ça contribue à un objectif environnemental de captation du carbone, mais si je décide de reboiser en monoculture, eh bien, il y a un risque de préjudice important sur la question de la biodiversité, et donc ça ne va pas être un investissement durable. Voilà, on peut passer au slide suivant, qui présente finalement l'article 1 essentiellement de ce règlement. Ce qui est fondamental, c'est cette idée de double matérialité. Les acteurs du secteur financier, quels qu'ils soient, ils sont tenus, c'est un règlement sur la transparence, ils doivent communiquer sur en quoi ils intègrent les risques en matière de durabilité et en quoi, effectivement, ils prennent en compte les principales incidences négatives dont je viens de parler. Sur leurs décisions d'investissement ou sur l'encourseil, en l'occurrence, quand il s'agit de CGP. Alors, peut-être aussi, ce qui est important de rappeler, c'est que le SFDR, c'est une réglementation transversale. Ce n'est pas seulement le secteur banque, le secteur investissement, c'est aussi les assureurs. Et donc, tout type de produit, finalement, financier, est concerné et s'applique donc, comme je l'ai dit en introduction, non seulement aux producteurs, mais aussi aux distributeurs. Alors, il distingue, mais ça, on le rappellera un peu plus tard, les produits dits un peu vert clair, les produits article 8, qui font la promotion des caractéristiques environnementales, des produits encore plus vertueux du point de vue de l'environnement, les articles 9, et finalement, donc il y a un positionnement qui est pris par les acteurs financiers, en tout cas par les producteurs, pour dire est-ce que leur produit est article 8, est-ce que leur produit est article 9. Et quand ils ne sont pas ni l'un ni l'autre, eh bien alors on est ce qu'on appelle les articles 6, enfin en tout cas on est autre. On peut passer au slide d'après. Alors, fondamentalement, le SFDR, il y a ce qu'on appelle un reporting entité et puis il y a un reporting produit. Et au niveau du reporting produit, on peut avoir des acteurs financiers importants qui vont devoir effectuer une transparence au niveau du groupe. Et cette transparence, elle va se doubler d'une réglementation française. On parle du décret sur la loi sur le climat, du décret de l'article 29 de la loi sur le climat, et historiquement de l'article 173 d'une loi précédente de 2015, qui va présenter et qui va apporter des éléments complémentaires à SFDR. Donc c'est une réglementation SFDR qui vient se greffer sur une réglementation nationale qui préexiste en tout cas en France. Voilà, le slide d'après. Donc après ces 3 slides sur le rappel des principales dispositions SFDR, je les reprends d'une façon un petit peu différente pour les présenter par article et en vous disant que ces règles, elles sont applicables de façon générale depuis le 10 mars 2021. Mais certaines règles impliquent comme je vous l'ai dit, des règlements délégués qui sont pas complètement adoptés, pas publiés, pas disponibles en français, donc ils ne devraient pas forcément empêcher tous les acteurs de travailler sur, en particulier, ce qu'on appelle les indicateurs de durabilité, c'est l'article 4. Mais de façon générale, par exemple, l'article 3 et l'article 5 sont d'ores et déjà applicables depuis le 10 mars 2021 et n'ont pas besoin de ces règles déléguées. Et donc, il y a un décalage au 1er janvier 2023 pour justement la transparence due au titre
la présentation de la politique sur les incidences négatives en matière de durabilité. On peut passer au slide d'après. Voilà, merci. Donc, en résumé, et avant d'évoquer le dernier sujet, le dernier slide pour faire court, vous voyez dans cette présentation des règles déléguées, ce qu'on appelle les RTS, on a des règles qui sont attendues et qui sont particulièrement pertinentes pour les producteurs, en tout cas les acteurs financiers, les gros acteurs financiers, y compris sur la transparence donc précontractuelle, le site internet et les rapports périodiques. Mais essentiellement, vraiment, il y a une présentation du côté des conseillers financiers qui doit d'ores et déjà être applicable et on doit être en capacité de montrer du côté de la distribution que ce que l'on fait et comment on le fait, comment on présente, que les conseils que l'on fournit aux clients sont susceptibles de participer à un cercle vertueux pour l'environnement. Et j'en termine par ce dernier slide sur effectivement ce que je disais en introduction, c'est-à-dire la rencontre entre le slide d'après, Marc, s'il te plaît, la rencontre entre finalement cette réglementation SFDR qui concerne les producteurs et les distributeurs, c'est-à-dire le côté vendeur, le sell side, et à ne pas confondre avec cette réglementation qui concerne plutôt le volet acheteur, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire pour aller à la rencontre des préférences de mon client. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, moi, ce que je vois dans la traduction juridique de ces règles, c'est que les clients sont quand même encore beaucoup intéressés ou beaucoup plus intéressés par les performances financières que les performances extra-financières. Je pense que la tendance va changer. Du jour, les gens comprendront, les clients comprendront qu'il n'y a pas de performance financière sans un investissement qui prend en compte, qui intègre les facteurs de durabilité. Parce que ça n'est pas possible de financer des énergies fossiles et d'attendre que cet investissement sera toujours profitable, parce que tôt ou tard, on va comprendre que cet investissement ne sera plus du tout profitable parce que les sources de financement de ce type d'investissement ne vont plus performer. Et donc, au 2 août 2022, essentiellement, c'est l'obligation de prendre en compte les préférences clients sur la question environnementale. Et essentiellement, donc ces 6 points qui résultent d'un règlement délégué, hein, et qu'il faut d'ores et déjà prendre en compte dans les questionnaires clients, et qui s'appliquent aux CIF comme aux entreprises d'investissement. Et il faut effectivement, alors il y a une certaine redondance par rapport à ce qui est dit dans le règlement SFDR, en particulier le deuxième point, quand il s'agit de dire en quoi les facteurs de durabilité sont pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers, c'est aussi une exigence qui résulte de la réglementation SFDR. Évidemment, le point le plus important, c'est le troisième point, c'est d'expliquer en quoi, effectivement, les objectifs d'investissement des clients sont effectivement pris en compte. Comment est-ce que leurs préférences en matière de durabilité sont prises en compte, et ça doit se refléter forcément sur le dernier point, c'est-à-dire la déclaration d'adéquation, en quoi la recommandation est adaptée au client au regard de ses préférences. Merci beaucoup Alexandre de tous ces éléments. Donc on voit en fait effectivement que la législation est en train d'arriver pour une partie, mais qu'elle est déjà présente et déjà active pour l'essentiel. Et en fait, nous, l'idée, c'était de vous apporter aussi
les premiers éléments sur cette réglementation, comment est-ce qu'elle est en train d'apparaître. Alors, nous, on est spécialisé sur le marché des SCPI et des SCI, c'est pour ça qu'on va faire un focus plus particulier sur ce segment-là. Excusez-moi, on va d'abord commencer par faire un rappel un peu bref de ce qui s'est passé sur la dernière année 2021 pour le marché des SCPI, en vous disant que tous ces éléments-là, ils proviennent de nos bases de données qu'on met à disposition via différents outils qui sont disponibles sur notre plateforme deepinvest.fr et qui sont là en fait pour collecter, pour rassembler les informations, pour vous éviter d'avoir à plonger dans tous les rapports annuels et trimestriels qui sont assez conséquents. Petite photo du marché, pour la première fois à la fin au 31 décembre 2021, on a 3 fonds qui ont dépassé les 4 milliards de capitalisation. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire des SCPI. On a donc un marché qui continue à être extrêmement dynamique. Après, si je fais les top 12 ou top 24, on a un peu plus de... on a 12 SCPI qui ont dépassé les 2 milliards de capitalisation et 24 qui ont dépassé le milliard. On est clairement passé dans un marché qui était jusqu'à présent, il y a encore quelques années, qui était un peu confidentiel. Là, maintenant, depuis 3-4 ans, on est quand même vraiment dans un marché qui est en train d'être un marché de masse avec beaucoup de fonds qui sont disponibles. On a un peu plus de 200 fonds maintenant disponibles et avec des capitalisations diverses en fonction de chacun des fonds. Le corollaire de tout ça, c'est qu'on a des gestionnaires qui ont aussi collecté et donc qui ont de plus en plus de fonds. On a 3 gestionnaires qui dépassent les 8 milliards de capitalisation, pareil, record battu. Et on a, je ne vais pas donner tous les chiffres, mais on a plus de 10 gestionnaires qui se retrouvent à gérer plus de 2 milliards de capitalisation. C'est du jamais vu sur les SCPI. Il y a encore quelques années, on parlait de 30 ou 40 milliards au global sur l'ensemble du marché. On est quand même sur un marché maintenant qui fait plus de 77 milliards et qui a collecté un peu plus de 7 milliards sur une année. Donc, c'est quand même extrêmement substantiel. Alors, justement, si on parle des collectes, on vous a mis là un petit résumé des plus fortes collectes qui sont intervenues sur le marché en 2021, au 31/12/2021. Alors, épargne foncière, attention, parce que c'est le résultat entre la fusion de plusieurs SCPI, donc c'est pour ça qu'il y a une collecte à plus d'1,5 milliard, mais parce qu'elle a récupéré plusieurs fonds, donc on va la passer sous silence, même si c'est la première en termes de collecte. Par contre, Primovie et Pierreval Santé, elles sont des SCPI et c'est vraiment leur collecte nette sur l'année 2021. Alors après, nous, on est toujours là pour apporter des informations et des éléments, c'est notre credo. 700, mais pour situer quand même les débats, 770 milliards de collecte en une année sur Pierreval Santé, c'est l'équivalent de la collecte qu'ils avaient eue depuis leur création jusqu'à l'année 2019. Donc, les années Covid pour Pierreval Santé ont été extrêmement bénéfiques avec la collecte. Et donc, c'est des éléments qui sont importants à mettre en évidence, avec quand même aussi peut-être des éléments de précaution. Et puis, on a un élément qui est complètement, qu'on n'arrive pas du tout à quantifier, et ça va revenir à plusieurs endroits dans notre présentation, c'est l'effet assurance-vie, puisque effectivement, la plupart des collectes se faisaient de manière directe, donc vous avez un client et puis vous lui faites souscrire en direct ses parts de SCPI. C'est en train de basculer dans les SCPI ont fait leur apparition maintenant depuis quelques années dans les enveloppes d'assurance vie et on a de plus en plus d'assureurs qui proposent des SCPI. Le point à regarder, c'est que en fait, quand vous avez des associés qui sont propriétaires de parts via des enveloppes d'assurance vie, ils n'ont pas les mêmes droits puisqu'ils ont juste le droit en gros, d'avoir l'usufruit et le réel propriétaire, celui qui a les droits de vote, etc., c'est l'assureur. Et là, pour le coup, les gestionnaires de fonds de SCPI, ils vont se retrouver à avoir un peu des mastodontes en face d'eux et ça peut être un sujet de discussion dans les années qui viennent, mais pour le moment, on n'arrive pas à quantifier toute cette partie-là. Donc, conclusion sur le marché, ce que je vous disais, marché très dynamique, les SCPI ont gagné leur galon de démocratisation en termes de collecte.
On a les placements via les assurances vie, puisque les fonds en euros rapportaient jusqu'à présent plus grand-chose. Ça peut peut-être changer la donne avec les augmentations potentielles de taux d'intérêt, mais pour le moment, les SCPI avaient un bénéfice extrêmement intéressant sur ce volet-là. Le corollaire de tout ça, c'est qu'on a une multiplication des acteurs, puisqu'on a dépassé les 200 fonds sur le marché. Et donc, il va falloir, pour vous, gestionnaires de patrimoine, disposer d'outils pour classifier, pour trier le marché. Et le plus souvent, les gestionnaires de patrimoine que vous êtes font une sélection de 10 ou 15 fonds. Et ça, c'est de moins en moins vrai, puisqu'il va falloir maintenant que vous soyez en mesure de répondre à l'intégralité des questions et des besoins et des demandes. Et ces demandes de vos clients, elles vont se faire à la fois sur la performance financière, ça, on n'en a pas de doute, c'est pour ça qu'on a une algorithmie dédiée à ça, mais elles vont aussi se faire sur des critères extra-financiers. Et c'est là où ça rejoint exactement la présentation qui nous a été faite par Alexandre, puisqu'il va falloir aussi apporter des informations et des éléments à vos clients pour les orienter dans toute cette approche extra-financière. Et ça va être l'objet de notre deuxième partie, c'est-à-dire maintenant, on va regarder en fait le devoir de conseil des CGP face à l'entrée en vigueur du SFDR. Et plus spécifiquement, on a classé en fait et on a trié l'ensemble des fonds sur le marché en fonction des articles 6, 8 et 9 dont nous a parlé Alexandre il y a quelques instants de cela. Alors, le diagramme est un peu flou, mais je vais vous le résumer. Sur le marché, on a cartographié et identifié 167 fonds SCPI qui sont susceptibles d'être proposés aux clients en démarche fiscale et rendement. Et sur ce montant-là, jusqu'à présent, à la date où on a fait la présentation, il y en a 93 qui n'ont pas encore été identifiés en article 6, 8 ou 9. Et on a, pour ceux qui ont identifié, la grosse majorité, on a 26% qui sont en article 6, 13% qui sont, c'est-à-dire 22 fonds qui sont identifiés en article 8 et seulement 9 qui sont identifiés en article 9. 9, article 9, voilà, c'était pas fait exprès, mais c'est comme ça. Et en termes de capitalisation, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, donc sur un marché là qu'on a à 76,28 milliards, eh bien, en fait, vous avez, en gros, en termes de capitalisation, vous voyez qu'en nombre, les articles étaient plus faibles, mais en termes de capitalisation, on a quand même plus de la moitié du marché qui est déjà identifié en article 6, 8 ou 9, avec une part substantielle, pas majoritaire, mais importante, de plus de 21% qui est en article 6, et puis articles 8 et 9 qui sont à 17 et 16%. Donc, c'est déjà là, le SFDR est déjà présent, et donc il faut absolument que vous puissiez en parler avec vos clients. Alors, dans le détail, l'article 6, ça concerne quel SCPI? Alors, il y en a 43, on ne vous les a pas toutes listées. On vous a présenté simplement les plus grosses capitalisations. Les grosses capitalisations sont aussi parfois les plus anciennes. On a Accès Valeurs Pierre qui existe depuis 1979 sur le marché. Puis, on a des SCPI européennes dans l'histoire. On a globalement quand même les très grosses capitalisations qui se retrouvent sous ces articles pour le moment. Si on regarde un peu plus précisément, en termes de performance, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, globalement, alors elles représentent aussi une grosse partie du marché, mais l'ensemble de ces SCPI représentent, que ce soit si on regarde le TOF ou le TDVM, TD, on a mélangé les deux ratios, puisqu'au 4e trimestre 2021, c'était un petit peu encore libre de choix. On parle encore de TDVM et parfois de TD. Globalement, les SCPI qui sont dans l'article 6, elles sont dans la moyenne du marché, à 4,13 en termes de TDVM, TD, et puis par rapport à une moyenne marché à 4,13. Et elles vont un peu surperformer pour tout ce qui est partie taux d'occupation financier, puisqu'on est à 92,16 en article 6, alors que le marché est à 89%. Voilà, donc pas de choses extraordinaires. Les articles 6 restent à peu près dans la moyenne. Pour ce qui est le volet des articles 8, donc celles qui sont en train d'enclencher le processus vers la durabilité, on a beaucoup moins de grosses capitalisations. On a noté qu'on a les deux plus grosses capitalisations sont des SCPI du groupe Amundi, avec Edissimo et Rivoli Avenir Patrimoine, qui sont les mastodontes de chez Amundi.
Mais globalement, sinon, on est plutôt sur des capitalisations qui sont beaucoup plus faibles, puisque toutes les autres capis sont en dessous du milliard. Et on a une grande hétérogénéité entre les fonds, puisqu'on a certains, là, si je prends entre PFO et Activimo, on est vraiment sur des segments différents, qui va être sur la logistique, d'autres qui va être plutôt concentrés sur les bureaux. Voilà. Donc, il n'y a pas de grands éléments marquants sur ces articles 8. Et dans le détail, eh bien, on se rend compte que ces SCPI surperforment le marché. Les articles 8, que ce soit alors sur la partie TDVM, elle le surperforme à 4,63 par rapport à un marché qui était à 4,13. Donc on est au-dessus, clairement. En ce qui concerne le TOF, c'est l'épaisseur du train, 88,77 pour 89, donc on est globalement à peu près dans ce qui se fait. Donc un peu plus de performance que le marché, avec là encore une grande hétérogénéité, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a dans cette catégorie des Kianéos Pierre, etc., qui sont un petit peu, qui rentrent un peu dans toutes les catégories. Article 9, les moins nombreuses. Il y a 9 SCPI, donc comme je vous le disais tout à l'heure, avec des très grosses capitalisations comme épargne foncière, identifiée effectivement en grosse capi, mais qui est aussi le résultat d'un certain nombre de fusions. Et puis vous allez avoir PFO, Select Invest, qui sont des SCPI historiques. PFO était historiquement positionné sur la durabilité, donc ça se retrouve, ils sont bien dans l'article 9. Et on a là pour le coup une écrasante majorité de SCPI de bureaux dans ce segment-là. Donc à bien regarder par rapport à ce qui peut être demandé par rapport à vos clients pour voir est-ce que c'est bien en adéquation avec leur demande. Dans le détail, elles aussi sont quand même en termes de performance, elles surperforment le marché très substantiellement. On a 4,63 en TDVM. En termes de TOF, on est au-dessus à 90%. Donc ça reste bon an, mal an dans ce qui se fait. Mais il y a une rentabilité quand même qui est quand même assez supérieure à ce qui se fait en moyenne sur le marché. On s'est après intéressé à un angle d'approche qui est intéressant, puisque jusqu'à présent, avant la législation SFDR, on parlait beaucoup de label ISR et plus spécifiquement le label ISR IMO, qui est la déclinaison du label ISR, mais pour la partie immobilière. Dans cette déclinaison, il hérite, entre guillemets, des problématiques qui ont été identifiées, puisque vous savez qu'il y a un groupement qui s'est remis en place, puisque la Direction générale des finances avait conclu sur la première version du label ISR IMO qu'il y avait que le label ISR qui avait un fort pouvoir déceptif qui était prévisible pour les clients. Et donc en fait ils ont remis le travail à l'ouvre. Ils se sont remis à travailler sur une deuxième version du label ISR, où on est quand même là dans un débat qui est quand même un peu particulier, puisque les dernières discussions portaient sur le fait d'intégrer ou pas la production de charbon dans les labels ISR, et que certains labels ISR pourraient, même s'ils étaient liés à la production de charbon, pourraient être quand même labellisés. Donc là, on fait un saut en arrière de à peu près 10 ans, puisque la production de charbon est identifiée et reconnue comme étant l'une des plus polluantes qui existent en termes de production d'énergie. Donc vous voyez que le label ISR et le label ISR IMO, dans sa déclinaison, vont hériter, le label ISR IMO va hériter probablement d'un certain nombre de soucis. Toujours est-il que sur le marché actuellement, on avait un peu plus de 32% en termes de capitalisation de SCPI qui étaient labellisés ISR, avec globalement une tendance à surperformer le marché sur les dernières années par rapport aux fonds qui sont dedans, mais là encore, une très très grande hétérogénéité entre les fonds, avec des très grosses capitalisations et des capitalisations, on va dire, marginales, puisqu'il y a certaines SCPI qui se lancent sur le marché, qui sont déjà labellisées ISR IMO. Donc voilà, ça peut poser un certain nombre de soucis. Alors, on s'est plié à l'exercice de dire, bon, alors, maintenant qu'on a un label ISR et qu'on a une SFDR, est-ce que c'est compatible les uns avec les autres? Parce que quand même, l'objectif, vous, en tant que commercialisateur, il va falloir que vous ayez les idées un peu claires à un moment ou à un autre. Alors, ça va être compliqué quand même. On est désolé de vous apporter une mauvaise nouvelle, parce qu'on a trouvé des fonds qui sont labellisés. Alors, il y en a certains pour lesquels ils ne sont pas encore rentrés dans la partie A des articles. Ça va intervenir probablement dans le courant de l'année. Mais donc, il y en a un certain nombre qui sont labellisés et qui ne sont pas encore identifiés dans quel article ils pourraient être proposés. Et puis, on a quand même des labellisés qui sont en article 6, ce qui est quand même pas
gage d'une approche extraordinaire, certains qui sont en article 8 et d'autres qui sont en article 9. Donc, c'est le pendant de tout ça, c'est de dire attention sur les labels ISR IMO. Vous, en tant que gestionnaire de patrimoine, votre devoir de conseil, c'est de présenter des informations claires à vos clients. Et là, pour le coup, vous ne pouvez pas vous contenter que de faire du label ISR IMO, parce que c'est clairement quelque chose qui pourrait vous être reproché, ça ne va pas être le bon terme, mais c'est pas parce que c'est du label ISR IMO que c'est forcément vertueux. Et donc, il faut vraiment aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ou, alors c'est la petite page de promotion pour notre label, pas pour notre labellisation, mais pour notre référentiel, puisque en fait, alors nous, on va avec notre algorithmie analyser l'ensemble des SCPI sur leur performance financière. C'est les résultats qui sont, c'est une notation sur 100 et c'est sur le graphique, sur la matrice que je vous présente, de 0 à 100, c'est la performance financière qui est en horizontale et la performance verticale ici, c'est la performance durable. Et en fait, nous, on va croiser la performance financière avec la performance durable. Donc, en haut à droite, vous avez les deux notations sur 100 points qui sont attribuées, qui vous permettent d'avoir des fonds à la fois durables et performants. En bas à gauche, des performances et des fonds moins durables et moins performants. L'intérêt, et c'est ce que notre notation existe depuis 2017, on travaille sur les fonds depuis 2017, donc on a commencé à avoir pas mal de recul sur ce qu'on propose. Et l'intérêt en fait de cette approche est surtout de dire on n'est pas par seuil de déclenchement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des SCPI, chacune est notée, et ça va vous permettre, vous, d'avoir une approche vraiment structurée, de dire, par exemple, il y a un fonds qui a 35 sur 100, mais vous avez la même grille de notation pour l'ensemble des fonds, ce qui va vous donner une visibilité et une sécurité dans les informations que vous fournissez à votre client. Vous pouvez rajouter qui sont labellisés, etc., bien évidemment, mais au moins vous avez une notation qui ne va pas forcément être formidable pour l'ensemble des fonds, mais parce que c'est une notation réelle sur ce qui se passe vraiment au sein des fonds ou sur leur capacité à fournir de l'information pertinente. J'en ai fini pour cette partie-là. Donc, le résumé en trois grands éléments. La législation SFDR qui est en train d'arriver va être un vrai plus pour vous, commercialisateurs, puisque vous allez pouvoir vous raccrocher à des éléments qui vont être contractuels. Ça va peut-être venir un peu contrebalancer tout ce qui va se positionner sur la partie labellisation ISR qui va venir un peu en résonance ou en concurrence avec le SFDR. Et puis, on va avoir tout ce qui est la problématique du seuil de déclenchement, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est labellisé qu'on est forcément vert, et ce n'est pas parce qu'on est en article 8 ou article 9 qu'il va falloir expliquer et détailler, et c'est toute la pertinence de nos Deep Index durables qui est mise en évidence.